pour la première fois, la totalité des rencontres sont captées en vidéo par mon ami Stéphane Cazer, qui sont un peu différentes des précédentes, et peut-être différentes des prochaines. En tout cas, qui sont, bon, comme je l'ai dit ailleurs et écrit ailleurs, un peu des rencontres de transition, parce que entre l'annulation de l'année dernière et la situation que l'on croyait s'améliorer, mais qui redevient incertaine, je pense que faire les rencontres en extérieur, dans les jardins du Paraïsme... qu'il est important effectivement que cette année nous bravions un certain nombre de risques, je ne dis pas d'interdits, surtout pas, pour nous retrouver et célébrer notre amitié et puis célébrer Giono. Une machine pour tordre les tuyaux. On tordait les tuyaux avec une machine s'installait devant la maison où on mettait le chauffage central, on tordait les tuyaux avec les machines et on montait ces tuyaux dans la maison tout tordu. Alors le maçon s'était dit, qui sait, je vais peut-être pouvoir mettre le fils, ouais, Landré, je vais peut-être le mettre là, peut-être que pour tordre les tuyaux, avec un bras ça suffit. Ce que nous vous proposons, donc, c'est une lecture par Geneviève Esménard, que vous connaissez, d'un montage de ces textes, écrits pour la plupart dans les années 60, où Giono raconte son enfance, son père, sa mère, la ville de Manosque-Coteau de 1900, également, comme on l'a un peu entendu dans les enregistrements de Manin. Beaucoup de ces textes viennent de ces chroniques publiées donc, dans la presse de l'époque. J'étais un tout petit garçon, et j'habitais avec mon père et ma mère une grande et très pauvre maison. Elle était percée à jour comme une écumoire. Sa toiture, qu'aucun maçon ne voulait plus rapiécer, n'était plus qu'un mince treillis de tuiles sur des poutres pourries. Certes, elle contenait aussi des couloirs extraordinaires, de vastes chambres à moitié écroulées où dormaient dans de mystérieuses ténèbres des échos fantastiques et des chuchotements divins. Elle était échelée en tous sens par des rampes, des balcons, des escaliers, et il n'était possible à mon père d'exercer sa profession de cordonnier dans ce château en Espagne qu'en raison de cette toiture en dentelle. À cause d'elle, la propriétaire ne nous demandait qu'un loyer de 120 francs par an. C'était cocagne. Ça l'était moins les jours de pluie. Ou plus exactement, c'était d'un cocagne différent. Mon père s'amusait de tout, et il m'a donné cet admirable outil de bonheur. Ce palais, où à la belle époque, on aurait pu loger la suite de Laurent le Magnifique, n'était plus habitable que dans 2 pièces, auxquelles on n'accédait qu'après avoir traversé une brocéliande de ruines. Une de ces pièces servait d'atelier à mon père. L'autre était la chambre où nous dormions tous les 3, le lit de mes parents dans un coin, le mien dans un autre. Venaient les nuits d'hiver, les lourdes, longues pluies. J'ai toujours aimé la pluie, et le bruit de l'averse occupant tout le ciel me réveille encore maintenant. L'instinct du plaisir est plus fort que le sommeil. Il l'était déjà à cette époque. J'entendais ensuite mon père qui appelait ma mère et lui disait « Pauline, il pleut dans ma barbe ». Et c'était vrai, à la lettre. Des gouttières se mettaient à clapoter partout dans la chambre. Mon père se levait, venait tirer mon lit dans un endroit relativement abrité, puis il plaçait sous chaque gouttière tous les récipients qui lui tombaient sous la main, cuvette de toilette, vieille boîte à cirage, assiette à soupe, pot à fleurs, et il retournait se coucher sous un grand parapluie bleu qui l'abritait, lui et ma mère. Le roman s'intitule d'abord « Celui des terres hautes », puis, deuxième version, « Celui des hauts villages », avant de devenir Anne Beaumugne, orthographié BEAU au départ. Ce nom tire vraisemblablement son origine du nom d'un hameau proche de Saint-Julien-en-Beauchêne, lieu de villégiature de Giono quand il écrit le roman. Quant à la forme 1-2 Beaumugne, vous le savez, bon, elle est de couleur
provençal, un homme d'eux, un homme qui habite, un homme qui vient d'eux. Mais les trois titres successifs montrent bien une même chose, c'est que pour l'auteur, le héros du roman, c'est Albin. L'incipit, le début du roman, comporte plusieurs modifications. La situation est fixée dès le départ, je vous l'ai rappelé, il s'agit d'une rencontre entre Amédée et Albin à la buvette du Piémont, mais au plan de la narration, Giono hésite. Dans la première version, c'est un narrateur extérieur qui présente les deux personnages de façon classique. Il, au pluriel, il sentait que, alors il qui renvoie à Amédée et Albin, et les autres, ils sentaient que. Puis Giono pense à une focalisation interne avec un narrateur parlant au nom d'un groupe, à la manière du début de Madame Bovary, nous sentions que, donc le narrateur est inclus dans un groupe non défini, et la troisième variante sera la bonne, c'est Amédée qui parle à la première personne, je sentais que ça allait venir, c'est-à-dire je sentais que Albin allait finir par me raconter son histoire. Et donc c'est ce qui va donner naissance à ce qui fait l'originalité de ce roman, c'est-à-dire que c'est un roman raconté, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui raconte tout ce qui s'est passé. Lucien Jacques relève les propos qui lui paraissent ne pas convenir dans la bouche de tel ou tel personnage, surtout chez Albin, mais aussi chez Saturnin, le valet, ou chez Philomène, la maman d'Angèle. Il souligne aussi tout ce qui lui paraît sonner faux, ce qu'il nomme, je cite ses propres termes, trucs ou effets. Et les passages où le vocabulaire n'est plus celui du narrateur, mais celui de l'auteur. C'est-à-dire quand on se rend bien compte que ça n'est plus Amédée qui parle, mais que c'est Giono qui reprend le fil de la parole. Il fait également la chasse aux éléments inutiles et à tout ce qui peut paraître vulgaire, et à tout ce qui peut évoquer un peu trop la langue du Sud. Alors il dit, je cite ses propos, un peu à l'ail. Il n'aime pas ce qui est un peu à l'ail dans l'écriture. Donc, par exemple, première version, j'ai passé l'hiver à me poutrasser dans les villottes du Cagnard. Ça va devenir j'ai passé l'hiver dans les petites villes du Sud. Vous voyez, l'aspect aillé disparaît. Donc, généralement, Giono suit les conseils de Lucien Jacques, qui lui conseille aussi de supprimer des mots qui lui semblent apparaître un peu trop souvent, comme couillon. Il lui dit, c'est un mot qui fait prime. Quand on l'a entendu une fois, il semble qu'on n'ait entendu que lui. Je sais que c'est le mot qui ricoche dans toute conversation populaire du Midi, mais je te le répète, il suffit de l'avoir entendu une fois ou deux, alors réserve-le pour les endroits où, à cause du mouvement, il s'impose. Il l'alerte aussi sur l'usage qu'il juge trop fréquent du mot « viande » pour désigner le corps, la chair. Mais là, Giono résiste. Et le mot « viande » est maintenu à 8 reprises dans le texte définitif. Donc Giono écoute son ami, mais pour certains points, il se fie à son écriture et son sens du mot juste. Giono envoie à ses copains, donc c'était le journal de la SFIO, hein, voilà, du Travailleur des Alpes, des articles qu'il trouve sur Colline, et il y en a un en particulier, donc c'est la fameuse revue des lectures de l'abbé Bethléem, qui a exercé une censure. Ouais. Oui, bien sûr. Mais c'est par rapport à l'image du paysan, voilà. Alors, c'est classé dans la rubrique Colline, roman mauvais, dangereux ou inutile. Oui, alors il faut dire, j'ouvre quand même une parenthèse, c'est que pour l'abbé Bethléem, on pourrait dire que 90% de ce qui se publie
dans les années 25-30 est catégorisé dans les lectures moralement répréhensibles, condamnables, à éviter. Bon, mais Giono en fait partie. Alors c'est surtout frappé par l'insistance complaisante qu'apporte M. Jean Giono à décrire les mœurs grossières et les superstitions baroques de ces Provençaux. Les lecteurs pourraient s'imaginer qu'il est eu à dessein de montrer que la mentalité des paysans n'a guère changé depuis les temps antiques et qu'il n'est pas nécessaire d'aller au Congo pour trouver des sauvages. Bon. D'une part, Giono a en effet à dessein de montrer que rien n'a changé depuis les temps antiques. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que Lestendrard, après avoir reçu Colline, écrit à Giono, et c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est un éloge. C'est, cher Giono, comment avez-vous fait pour trouver près de chez vous des populations si primitives que je suis allé chercher au fin fond de l'Afrique? Et je me suis caché, j'ai travaillé pendant 1 an dans une ferme. Oui. C'est là où j'ai appris beaucoup de choses. Eh ben, papa, Avant de pouvoir être oui. objecteur, de m'installer. Tandis que lui, il était objecteur de conscience, mais en acceptant Et oui. d'aller à la guerre, mais de perdre son fusil direct. Voilà, c'est ça. Voilà, comme Ou ça. de mettre un bouchon de terre. En tout cas, il était très content parce que il n'a jamais tiré un seul coup de feu, mais il a gardé la chartreuse de Parme dans sa Dans sa besace. Et moi, je suis passé 2 fois devant la maison. Une fois de son vivant. C'est dommage. Ah mince alors. Je suis venu en autostop. J'aurais apprécié ça. On était en 69. C'était un C'était un an avant sa mort. Et avec un copain, on avait déjà abandonné l'école parce que ça nous emmerdait. On trouvait que c'était beaucoup plus intéressant de lire et d'aller là où les gens écrivaient. Et, et quand on est passé devant la maison, on n'a pas osé. On était jeunes et on s'est dit, oh là là, comment est-ce qu'on va être heureux aussi? C'est dommage parce que... On était impressionnés, donc on s'est dit... Ah ouais, t'avais 16 ans. Ouais, tu vois. Et après, je suis repassé une 2e fois, mais il était décédé en 71 ou 69. Et pareil, j'ai pas osé non plus. Enfin, Et voilà, ah, bah, c'est bien. les choses se font toujours. C'est très bien. On a la vie devant nous. Hein. Prenez sa notice Wikipédia, elle fait je ne sais pas combien de pages. Et d'ailleurs, la page la plus longue, c'est le nombre de tes arrestations, emprisonnements, condamnations. Je pense que tu as mis un certain plaisir à additionner ces... C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est vrai que quand j'ai 15 ans à peu près, c'est déjà le moment où je commence à réfléchir un peu sur l'avenir. L'école, c'est pas du tout mon truc. Ça l'a déjà pas été au primaire puisque je suis le dernier de l'école. Parce qu'en fait, j'y vois pas d'intérêt. Je m'intéresse pas à ce qu'on m'apprend. Vraiment, mais pas du tout, du tout. Le collège se passe tant bien que mal. Et le lycée, pour moi, c'est vraiment quelque chose de... En plus, on me met chez les curés, en pensant qu'en pension, ça irait mieux. Et là, ça s'aggrave, forcément. Et je suis renvoyé de chez les curés pour irreligion. Ça commence bien. Ça commence bien. Et c'est une lettre signée de l'évêque. Bon, donc je suis... voilà. Quasiment excommunié par l'évêque. L'évêque, d'ailleurs, le directeur du collège qui s'appelait Saint-Charles, dont la devise c'était « Droit et fidèle va », donc c'était déjà pas mon truc. Dit, je me suis trompé, j'aurais lu celui-là, quelques années après, j'aurais pas dû le foutre dehors. Il en avait mis 2 dehors, un c'était moi et l'autre est devenu évêque de Saint-Denis. Mais c'est comme ça. Je l'ai appris ensuite de très longues années après. Et bon, bref, tout ça pour dire que à partir de là, bah, en fait, ça m'intéresse vraiment pas et je passe mon temps en fait à lire. Et puis comme à ce moment-là, je suis plutôt sur la région parisienne, je suis un adepte de la cinémathèque où je passe mon temps, puisque en gros ça coûte 1 franc, je crois, oui, la salle de la séance. Et donc voilà. En fait, je fais mes humanités dans les parcs en lisant, et là, effectivement, je commence à lire Giono. Et alors,
en fait, j'arrive à Giono non pas par la littérature au sens classique du terme, mais j'arrive à Giono parce qu'à ce moment-là, je commence à me préoccuper de ce qui se passe dans le monde, et notamment de tout ce qui est autour de la bombe atomique. Et donc, je participe à des réunions, à des rencontres, à la fois avec, au départ, l'Union pacifiste, où je découvre là aussi la question de l'objection de conscience. Et comme à ce moment-là, on est encore à une époque, à la fin des années 60, 67, 8, 9, où cette question est centrale pour tous les jeunes hommes qui vont se retrouver confrontés à ça, ben, je rentre en contact avec tous ces mouvements et ces réfractaires. Et c'est ce qui m'amène à Giono, puisque dès le début, le premier texte que je découvre de Giono, c'est Refus d'obéissance, qui est dans la petite librairie de l'Union pacifiste. Et puis à partir de là, ben, je vois qu'il y a des romans sur ces premiers romans, donc ben, je les lis les uns après les autres, quoi. Hein. Colline, Regain, Que ma joie demeure, Un de Beaumieux, enfin, voilà. Et à ce moment-là, je sais déjà, par les rencontres que j'ai avec ce mouvement non violent en général, avec la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto, que pour moi, il y a une évidence entre l'engagement qui est le mien, c'est-à-dire le refus de la bombe, l'objection de conscience, la lutte contre la militarisation, et en même temps une façon de vivre. Et cette façon de vivre, c'est effectivement être paysan. Et donc, je reçois les livres de Jean Giono de cette manière-là. C'est-à-dire, en fait, dans un approfondissement de mes convictions, à la fois sur le fond, par rapport à la société, et en même temps, par rapport... Et cette façon d'écrire la vie paysanne, de suite, me parle, parce que c'est pas une vision idyllique, c'est pas une vision qui est complètement forcément quelque chose de facile, mais au contraire, c'est rude, il y a du conflit, c'est pas évident, on a des villages abandonnés, on a des gens, enfin bon bref, tout ce qu'on connaît de ces romans. Puis il y a des personnages au milieu complètement fous, magnifiques, et donc c'est quelque chose qui me parle. Et donc très rapidement, à ce moment-là, je sais que je vais m'orienter vers un mode de vie qui n'est pas un métier, parce que l'idée de métier m'est insupportable, et donc pour moi, avoir un métier, ça n'a pas de sens. Et je me dis, la seule activité qui soit globale, où en fait on peut travailler à la fois avec sa tête et ses mains et ses jambes, c'est le métier de paysan. Je dis bien métier parce que c'est pas comme ça que je le vis, mais c'est comme ça, c'est la vie de paysan. Et j'ai la chance de pouvoir travailler dans les Pyrénées quelques mois comme volontaire dans une association qui s'appelle l'Association de soutien à l'agriculture de montagne, qui est en fait de soutien à des petites fermes dont les paysans n'ont plus de main-d'œuvre. Et comme en fait ce sont des fermes petites, très en pente, il n'y a pas de possibilité de modernisation. Et donc ces gens-là, à part la main-d'œuvre, il n'y a pas de possibilité. Donc on fait les foins à la main. Évidemment, les vaches ou les brebis sont traites aussi à la main. Le fromage est fait. Et c'est des conditions difficiles. J'ai travaillé dans une ferme, par exemple, où il n'y avait pas une seule charrette. Tout était sur traîneau à cause des pentes. Pour réduire, pour descendre encore le centre de gravité, pour pas que ça verse. Et donc quand on faisait les foins, il y avait des balles, on mettait le foin dans des grandes toiles en tissu, et on les faisait rouler en bas ou on les récupérait. Donc voilà, c'était ce genre de... Et ça a été ma première rencontre directe, concrète. Puis j'en ai eu une ensuite plus longue avec quand j'ai fait ma demande de statut d'objecteur. Et là, en fait, il s'est avéré qu'on m'a refusé ma demande de statut d'objecteur. C'était une demande collective, on essayait de casser un peu le modèle à l'époque, puisqu'il fallait que chacun fasse une demande individuelle et explique pour des raisons philosophiques et religieuses pourquoi il refusait de faire le service militaire. Et moi, j'ai fait quelque chose de plus large, mais on l'a fait surtout à plusieurs, et on a envoyé chacun la même lettre.
les deux copains avec qui je l'ai fait, eux, ont eu le statut et moi, on me l'a refusé. Ah bon. Donc j'avais qu'une seule possibilité, c'est de faire un recours devant le Conseil d'État. Mais le recours devant le Conseil d'État n'était pas suspensif. Et donc, dès la semaine suivante, j'ai reçu ma lettre d'incorporation pour me rendre, je ne sais plus où, en Alsace ou en Lorraine, enfin, peu importe, je ne sais plus, dans les Grenadiers, je crois que ça s'appelait. Du courir derrière les charges. Bon, bref, donc j'ai dit, je ne vais pas y aller, puisqu'en fait, j'ai fait ce recours. Mais si j'étais attrapé, on m'a amené à la caserne et le tribunal militaire m'aurait infligé les 2 ans de prison qui était la règle standard pour tous ceux qui se retrouvaient insoumis. Donc je me suis caché en fait pendant 1 an, pas très loin de Bordeaux, puisqu'entre-temps j'avais déménagé, et je me suis retrouvé en fait à travailler dans une petite exploitation agricole en agriculture biologique, il y en avait très peu encore à l'époque, et ça a été pour moi une année vraiment de formation sur le terrain. J'ai été indemnisé, tout juste, mais bon, c'est pas grave, c'était pas ça la question. Et donc c'est comme ça que j'ai pu travailler pour la première fois et faire tout le cycle de production. Et ce paysan qui venait de Bretagne, qui avait immigré là, en fait c'était intéressant parce qu'il avait à la fois des choses qu'il faisait avec le tracteur et puis beaucoup de choses au cheval. Donc on fanait au cheval, on nettoyait les rangs de maïs aussi au cheval, et évidemment buter les pommes de terre, tout ça. Et en fait, ça m'a permis, comme ça, faire le yaourt, barater la crème pour faire le beurre, et l'été, c'est pas de la tarte, parce que quand c'est mou, ceux qui ont déjà baraté, ils savent que c'est pas évident à faire, et donc ça prend énormément de temps à barater le beurre. Et bon, bref, et c'est comme ça. Et en parallèle à cela, en fait, je me suis retrouvé à rencontrer les gens du mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté, le MDPL, qui est l'ancien mouvement contre l'armement atomique. Et ces gens-là, à l'automne 70, avaient déjà été au Larzac et avaient entendu parler de ce projet d'extension de camp militaire. Et de suite, avec les gens de l'Arche et d'autres, nous, on a créé un collectif à Bordeaux, les objecteurs de soutien au Larzac. Et c'est devenu quelque chose d'incroyable, parce qu'un mouvement de paysans qui dit non, et qui dit nous on choisit la non-violence parce que lutter avec des armes contre l'armée, ça n'a quand même pas beaucoup de sens, parce qu'on n'a aucune, mais de manière pragmatique, hein. C'est-à-dire on peut avoir des convictions philosophiques ou religieuses pour dire on ne peut pas avoir des armes, mais face à l'armée il faut mieux pas en avoir, parce que même si tu as un fusil ils ont une mitraillette, et si tu as une mitraillette ils ont un canon, etc., etc. Donc à la fin tu perds. Donc c'était un choix idiot, et donc ça m'allait bien. Hein, de montrer qu'on pouvait lutter et que le combat non-violent c'était d'abord un combat, mais qu'on choisissait, on ne rentrait pas, on ne tombait pas dans le panneau de l'adversaire, c'est-à-dire de prendre les mêmes armes que lui, qui c'est à la fois avilissant et en même temps ça va contre toute stratégie intelligente. Et c'est comme ça que je suis venu pour la première fois sur le Larzac et que j'ai participé en 1973 à une action illégale mais incroyable, qui était la construction d'une bergerie financée par le refus de l'impôt. Donc ça c'était déjà formidable. Les gens retireraient une partie de leurs impôts pour financer la construction de ce bâtiment. Hein? Et en même temps, les paysans, à ce moment-là, renvoyaient leur livret militaire pour dire, puisqu'on veut nous chasser, pourquoi est-ce que nous, on continuerait à vous servir? Bon, tout ça était tout à fait absolument incroyable. Et quand on a 20 ans, on se dit, là, on est tombé dans une histoire singulière certainement qu'on ne revivra jamais. Donc pour nous, c'est évident. Et donc on participe avec notre groupe à la construction de cette bergerie, mais qui, au lieu d'être en parpaing classique, en fait, on l'a fait de manière traditionnelle en pierre. Et pendant 2 ans et demi, on construit ce qui est devenu la cathédrale du Larzac, une bergerie en pierre avec des arceaux, et en pierre aussi, pour pouvoir loger 500 brebis, quoi. Donc c'est quelque chose d'absolument invraisemblable, c'est un bâtiment, et les gens viennent de toute la France avec des pierres de leur village, dans lesquelles ils ont gravé, et donc il y a plein de pierres. Les monuments historiques aujourd'hui? Non, mais elles pourraient le devenir. Elles pourraient le devenir, et donc ce bâtiment est construit sans permis de construire, sans rien, mais au vu de tous. Et personne n'ose jamais, il y a des centaines
l'été des centaines de personnes qui construisent ce bâtiment. Donc, après 81, juste pour répondre à ta question, ce bâtiment, évidemment, a été légalisé, et c'est le ministre de la Planification qui vient l'inaugurer officiellement avec le préfet de région en uniforme qui se demande qu'est-ce qu'il fait là. Bon, et c'est Michel Rocard, en fait, le ministre qui est là, et donc Michel Rocard qui lui soutenait la lutte, puisque sa commune de Conflans-Sainte-Honorine était jumelée avec une ferme du Larzac. Donc plein de... Il y a eu beaucoup de... Bon, mais c'est pas le sujet. Donc, et à partir de là, un an après, avec ma compagne et notre petite fille qui avait 6 mois, en fait, on occupe dans un hameau, sur le Larzac, une ferme, une maison, et il y a des terres autour, mais toutes ces terres ont été vendues par un spéculateur qui savait qu'il y aurait ce projet d'extension, qui avait acheté 1000 hectares pour 3 francs 6 sous, et qui l'a revendu 10 fois plus cher à l'armée 8 ans après. Et donc il a fait une bonne affaire. Donc on s'installe là et on commence à se dire comment on va vivre maintenant, parce qu'on était squatteur, donc on avait le droit à rien, donc on a commencé en faisant de la recuite. La recuite, c'est la récupération du petit lait quand on fait du fromage de brebis, il y a du petit lait, et si on fait réchauffer ça, c'est ce que les Corses appellent la brousse ou le bruccio, etc. Et ça, bon, voilà, et donc on commence comme ça, et après, petit à petit, on a des brebis, et on se met à faire le fromage, et à devenir autonome, tout en luttant contre l'extension du camp militaire, parce qu'on peut être chassé aussi à n'importe quel moment, puisqu'on est squatteur. Et donc, c'est une expérience incroyable, et c'est là où les romans de Giono reviennent. Parce que ce hameau est un hameau singulier, Montredon, c'est là où on habite toujours. Et dans ce hameau, en fait, tous les hommes sont morts à la guerre de 14. Et en 1921, toutes les femmes partent, celles qui restent. Il reste 2 familles et les femmes partent parce qu'il y en a une âgée qui va au village un peu plus loin, à 10 km, et une autre se marie. Bref, le village est abandonné. Et jusqu'à ce qu'on revienne, nous, en 1975-76, en fait, il y a eu 1 ou 2 fermiers, parce qu'il y avait un propriétaire qui avait tout le domaine, qui essayait de mettre un fermier, mais les fermiers ne restaient jamais, parce que les routes d'accès étaient catastrophiques, et il fallait amener le lait pour faire le Roquefort à 5 km, les essieux cassaient tout le temps, parce qu'il y avait des grosses marches, le chemin était une catastrophe, il n'y avait pas d'électricité, l'eau c'était les citernes, donc c'était l'eau de pluie, bon ça encore ça pouvait faire, mais en fait tout ça était quand même assez rude, et donc en fait il n'y avait plus personne, et quand on s'est installé, on a repris un hameau où il n'y avait personne. Et c'était incroyable parce qu'il y a eu une douzaine de maisons regroupées et on s'est installé, puis 2 mois ou 3 mois après, il y a un autre couple qui s'est installé et on a vécu là, 2 couples. Et c'était assez étonnant parce que c'était sur le Causse, il n'y avait évidemment donc pas de route, pas d'électricité, pas de téléphone, pas d'eau, enfin bon, voilà, donc c'était, il fallait faire avec ce qu'on avait et donc réinventer et en même temps essayer de vivre avec la nature. Et c'est là un moment en hiver, une année, il y avait beaucoup de neige, il y avait des congés à l'époque, il neigeait plus que maintenant. Hein. Je crois qu'il y a un souci maintenant, hein, avec un peu un bouleversement, je ne sais pas quoi, bref, comme ça. Et en fait, les oiseaux n'avaient plus rien à manger. Et donc, en fait, j'ai ouvert la porte du lieu où je stockais le grain, pour que les oiseaux puissent venir manger directement dans cette ancienne grange dans laquelle j'avais étalé le grain. Voilà. Et donc des choses comme ça me sont revenues, et ça c'est évidemment dans Comme ma joie demeure. Hein. C'est Bobby qui fait ça, hein. Mais lui il le met sur la place. J'ai essayé sur la place, mais ça s'enfonçait dans la neige, c'était pas pratique pour les oiseaux. Donc j'ai préféré le faire comme ça. Et voilà, donc, il y a plein de choses comme ça, et d'anecdotes. Et en même temps, pour aller encore plus, c'est vrai, dans ce lien, à ce moment-là, des universitaires, des amis qui étaient à la fac de Vincennes, eux avaient acheté une maison aussi, hein, qui était l'ancienne maison de maître du hameau, et on avait créé une association qui s'est appelée Larzac Université, qui était pour mêler le savoir universitaire et le savoir empirique paysan. Et donc l'idée, c'était qu'il n'y avait pas un savoir qui était mieux que l'autre, simplement ils étaient différents et ils ne partaient pas des mêmes réalités.
Et je me suis dit, mais en fait, on est en train de réinventer le Contadour d'une autre manière. Et donc, à l'Arzac Université, on a effectivement balayé l'histoire, la géographie, la biologie, les soins vétérinaires, mais toujours comme ça en relation. Et je me suis dit, c'est peut-être aussi une continuation là. Oui. Et voilà, et comme ça, petit à petit, voilà toute cette histoire. Et je me suis dit, c'était quand même un endroit extraordinaire parce qu'on peut vivre ici sur le Larzac à la fois la vie de paysan comme on l'a souhaité, et en même temps continuer un engagement contre la militarisation de la société, contre l'État, et c'était tout à fait singulier. C'était quelque chose qui était... Je ne voyais pas d'autre lieu possible. Et après, ce qui fait que des années après, bon, on passe l'histoire, on a pu réinventer là aussi tous nos... disons, toutes les avancées qui pouvaient se faire pour les paysans, et comment on est passé, on s'est extrait de la propriété privée pour rentrer dans la gestion collective du foncier, sur l'usage du foncier comme un bien commun, etc. etc. Voilà, bon, j'en passerai, donc voilà. Voilà. Petite présentation un peu longue, mais voilà, je voulais comme ça au moins vous donner le contexte. Non, mais c'est une belle histoire aussi. Voilà, ouais. Et oui, en plus, que tu me disais, comment cette année, le souvenir, les commémorations, du 50 ans de l'occupation, du début de l'occupation du Larzac. Ben, oui, alors, en plus cette année, oui, c'est le 50e anniversaire d'une lutte qui n'a pas d'anniversaire en fait. Parce qu'il y a, donc voilà, c'est il y a 50 ans, mais il n'y a pas de date, il n'y a pas de monument sur le Larzac commémoratif. Jamais ça, il y en a eu. Parce que c'est... Ah ouais, non, mais il y a des gens qui aiment bien les monuments. Mais on n'y pense pas. Il y a juste un endroit où il y a des arbres qui sont plantés, mais c'est au bord de la nationale maintenant, avec un caillou, personne ne sait ce que c'est. C'est là où a été fait le serment des 103 pour dire jamais on vendra nos terres à l'armée. Mais il n'y a pas de plaque. Et donc, il y a un caillou, mais on ne sait pas que sous le caillou, il y a en fait un parchemin où il y a le serment. Mais ça y est. Et donc voilà. Et donc on ne peut pas faire en sorte qu'il y ait une façon... voilà. C'est ouvert et chacun après, parce que la lutte du Larzac, c'est d'abord celle des 103 paysans et de leurs familles, et de leurs femmes qui ont compté autant que les hommes là-dedans, même si on parle de paysans, mais c'est l'époque qui est comme ça. Mais c'est aussi tous les gens à travers la France qui, d'une manière ou d'une autre, par un petit geste ou plus, ont lutté aussi contre l'extension de ce camp militaire. Donc c'est pour ces 50 ans, en fait, il y a plein de choses qui ressortent. Il y a un livre d'histoire d'un historien qui s'appelle Philippe Artière, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le peuple du Larzac. On connaît bien, qui était ici, vous vous souvenez, pour la vente aux enchères, la fausse vente aux enchères de l'objet journaux qu'on a animé ensemble ici, au moment des correspondances. Philippe Artière, oui, qui est un copain et qui est un type formidable. Ouais. Voilà. Et donc il a écrit une histoire du Larzac très singulière, puisqu'il part de l'ère géologique jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est 40 000 ans d'histoire, et où il essaye de montrer que ce lieu est un lieu de passage, et où les gens sont rencontrés, ça a été aussi un lieu de conflit, mais qui est complètement un lieu ouvert. Et c'est très intéressant parce qu'il essaye d'amener cette thèse, et puis là, à travers l'histoire du néolithique jusqu'à aujourd'hui, on retrouve énormément de choses qui font que le Larzac est ce qu'il est, quoi. Donc je vous incite à lire le livre de Philippe Artière. Le titre exact? Le peuple du Larzac. Le peuple du Larzac. C'est à la découverte. Très bien, c'est noté. Et c'est pas évident d'écrire sur les paysans. Parce que les gens sont rétifs. À l'époque, ils lisent en plus pas forcément. Et donc, forcément, ça crée une distanciation, même ce qui rapporte à une pensée universelle. C'est-à-dire, ce qui est écrit est universel sur cette question-là. Et c'est ça qui est formidable. Hein, dans les romans, il n'y a pas besoin... Les romans de cette période-là parlent des paysans, mais passent à partir du local. C'est une réflexion globale sur le monde. Hein. Et quand on refait un peu en arrière, on s'aperçoit qu'au moment où il écrit, on est à peu près encore entre 70, on est à plus de 70% de l'humanité, 80% qui sont des paysans à travers le monde. On vient de basculer, il y a moins de 10 ans, où les paysans sont minoritaires dans le monde par rapport à avant. On est aujourd'hui à 47-48% de paysans dans le monde.
par rapport aux habitants de la planète. Donc, et là, c'est en train de s'accélérer très vite. Donc, on est effectivement parler des paysans, c'est parler de l'humanité. Les villes sont minoritaires dans le monde. Et à l'époque, même encore en France, après la guerre de 14, là, il y a le déclin à cause, évidemment, des grandes boucheries, mais le monde paysan, quand s'enclenche la Première Guerre mondiale, est majoritaire dans la population française, très largement, quoi. Et ça, on a du mal à se remettre, quand on va dans beaucoup de pays, sur d'autres continents, on a cette vision de comment les paysans sont prégnants et que la révolution de 1917, qui est complètement cinglée par les bolcheviks, qui se fait avec une minorité de moins de 5% des habitants qui sont les ouvriers. Et il y a 90% de paysans en Russie qui viennent juste de sortir du servage et qui n'ont qu'une aspiration, c'est la terre, et de pouvoir travailler chez eux. Bah oui. Et on leur explique que c'est pas ça la vie, que la vie c'est la ville et les usines. Tu comprends bien que les mecs ils n'ont pas accepté. Et donc ils se sont révoltés. Et ils n'ont pas accepté cette révolution cinglée. Mais alors, c'est pas la lecture qu'on voit souvent, mais si on regarde en termes paysans, c'est ça la réalité. Hein. Et en France, on a eu la même chose avec la Révolution française, où on explique aux paysans que c'est bien, qu'on va leur donner la terre, ils font des beaux cahiers de doléances, et puis une fois qu'ils ont fait les cahiers de doléances, la Révolution éclate, et puis on revend les terres aux bourgeois. Hein. Alors on fout dehors peut-être l'Église et certains aristocrates, et pas tous, mais la terre échappe aux paysans. Les récoltes sont mauvaises, il faut tous les bras, et là on leur explique qu'il faut aller défendre les frontières de la Révolution. Le mec il dit, vous êtes jobards, on n'a pas fini de rentrer les céréales, tout est trempé, on n'a pas eu les terres, et en plus vous voulez qu'on défende votre truc. Ah non, dans tout l'Ouest ils se révoltent, et puis au Pays Basque et dans plein d'endroits. Donc c'est normal. Et c'est intéressant à voir, c'est-à-dire que l'histoire, si on la lit par rapport à ce que représente le monde paysan et ce que font les intellectuels de manière complètement abstraite, ça ne correspond pas. Et donc, je dirais que dans ces romans-là, Jean Giono, lui, part des paysans. Alors, je ne sais pas s'il a cette vision-là. Moi, voilà, j'ai jamais pu... J'étais trop jeune pour le rencontrer, parce qu'en 69, je suis passé devant la maison, en stop avec un copain, justement, à l'époque. Ici? Ici, oui. Et puis, en fait, on n'a pas osé frapper à la porte, quoi. Et bon, tu vois, on avait 15-16 ans, c'est, oh là là, c'est juste pas possible, quoi. Donc, on a été allé camper un peu plus loin. Tu n'es pas le seul, hein. Tu n'es pas le seul, il y en a ici qui ont fait. Mais je l'avoue. Et donc voilà, je dirais que, et c'est pour ça que ces textes sont intéressants, mais les romans sont intéressants, et après les textes, les essais vont dans ce sens-là, mais ils traduisent moins presque cette réflexion que dans les romans. Oui, je trouve que les romans sont plus forts par rapport à ça que les écrits théoriques, qui sont forcément limités, et au moins je sors frustré parce qu'il y a des choses dont il ne parle pas, et ça m'étonne qu'il n'en parle pas. Oui, parce qu'il n'a pas la connaissance suffisante. Et je ne sais pas, non, c'est la question, je ne crois pas. Si on parle directement de la lettre aux paysans, tout le travail, toutes ces diatribes contre l'argent, hein, en gros, voilà, il explique ça à sa façon, qui est très simple, c'est calcul, c'est parfait. C'est un banquier, hein. C'est un banquier, mais avec une critique de l'argent par rapport aux paysans. Au moment où il écrit ça, 2 ans avant, il y a un territoire qui est pas loin d'ici, où l'argent a été aboli, où le troc se fait entre les villes et les campagnes. C'est en Catalogne et en Aragon. C'est organisé par la CNT anarchiste, et ils abolissent l'argent. Les terres sont redistribuées aux paysans, et je suis étonné. Est-ce que Giono était au courant ou pas? Et ça m'étonne qu'il n'était pas au courant de ça. Parce qu'il a suivi la question de la guerre d'Espagne, même s'il écrit pas dessus, enfin pas à ma connaissance, je ne sais pas s'il a écrit sur la guerre d'Espagne, je ne crois pas. Mais c'est pas tant la guerre d'Espagne qui était intéressante, c'est la révolution, après juillet 36. Et ce qui est très étonnant, c'est que toute cette question de l'abolition de l'argent, ça a été le débat central.
Redistribution des terres et abolition de l'argent. Et les paysans faisant du troc avec les usines d'Intel, et c'est absolument fascinant cette expérience. Alors, ça a duré un an et demi, mais en tout cas, ça existait, quoi. Et je me suis dit, bah, il aurait été au courant de ça, il avait une expression concrète de ce qu'il était en train de, ce qu'il écrivait, quoi, en 38, quoi. Et c'est dommage que... Tu vois, là, alors je me dis, mais ça c'est une question que j'aurais bien aimé lui poser. La protestation de Genot dans la lettre aux paysans, comme une œuvre incitant à la désobéissance civile, quelle est ta lecture de la lettre aux paysans par rapport à ça? Tu m'as dit que tu l'avais relu il y a un mois, donc c'est tout frais. Ben oui, je l'ai relu avant de venir quand même. Il fallait être sérieux. Mais, alors ça, oui, a posteriori, on va dire ça maintenant, quoi. Il n'y a pas un paysan sur le plateau qui n'ait lu la lettre aux paysans sur le Larzac. J'en connais pas un seul. Non, parce qu'on est en 1970-71, c'est pas leur culture, et donc c'est pas ça qui les amène à résister. Bien sûr. Non, mais ça aurait pu. On aurait pu en avoir l'un ou l'autre qui ait eu ça en... Et j'en ai discuté avec les uns ou les autres. Hein. Non, jamais. Par contre, ce qui a été fort, et ce qui est leur ferment à eux, alors c'est la réalité de cette époque-là, c'est à travers leur foi catholique. Et c'est-à-dire qu'à une époque, on est dans des campagnes, dans nos secteurs à nous, l'Aveyron, très christianisé encore, où les gens vont à la messe tous les dimanches, ou encore au milieu des années 60, même fin des années 60, il est de coutume, si on a du foin à ramasser le dimanche, d'aller demander au curé l'autorisation de travailler le dimanche, pour rentrer les foins. Donc, on voit une époque qui est marquée quand même très fortement. Mais à ce moment-là, au tournant des années 70, juste un petit peu avant, il y a eu déjà en 62 Vatican II, donc la révolution culturelle de Jean XXIII, parce qu'on peut appeler ça quand même comme ça, et l'émergence des mouvements de jeunesse d'action catholique, la JAC, ensuite les chrétiens en monde rural, et donc ça fait des réseaux avec des aumôniers qui sont partout sur le territoire rural, dans des zones catholiques, et qui sont des lieux de discussion et de débat. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec les aumôniers en discutant, l'idée de pouvoir refuser, de dire non, est discutée comme quelque chose de pouvant être légitime. Jusqu'à là, le paysan était très obéissant. On obéit à l'autorité, on obéit à l'église, et puis point barre, quoi. Ce qui explique que dans nos zones, le monde paysan n'a pas du tout été concerné par mai 68, au contraire. Et à regarder ça plutôt d'un mauvais œil, parce que il n'y avait plus de marché aux bestiaux, les animaux ne partaient pas, donc ils nous emmerdaient, quoi, les jeunes. C'est ce qu'ils disent, hein, les copains, hein, ceux qui ont mené la lutte, c'est ce qu'ils disent, quoi. Hein. Ils regardaient ça d'un seul œil. Et en réalité, c'est à travers ces réseaux qu'ils ont commencé à prendre conscience qu'on pouvait dire non. Et que c'était pas contraire à la foi, mais peut-être contraire aux autorités, mais que l'un ne dépendait pas forcément de l'autre. Ça a été vraiment un déclic. Et la participation dès le début de Lanza del Vasto et la communauté de l'Arche, donc qui se réclame du combat non violent, en même temps c'est une communauté paysanne et artisanale, qui est à quelques kilomètres, ils habitent à 30 km du Larzac, juste sur les contreforts au sud du Larzac. Là, quand Lanza vient et qu'il leur parle, les choses commencent à changer. Et là, ils jeûnent pendant 15 jours. Les paysans, chaque jour, jeûnent avec lui. Et c'est à la fin de ce jeûne de 15 jours qu'ils font leur serment de ne pas vendre à l'armée. Et à ce jeûne, chose incroyable, aujourd'hui on a du mal à voir ça encore, l'évêque de Rodez et l'évêque de Montpellier montent sur le Larzac pour jeûner aussi une journée chacun. Donc il y a un basculement et toute la hiérarchie catholique suit. Et l'évêque fait lire une lettre dans toutes les églises le dimanche de l'Aveyron pour dire qu'il faut soutenir la lutte contre l'extension du camp militaire au nom de la foi catholique.
Donc c'est quelque chose qui est quand même très marquant, quoi. Hein. Et donc voilà, ça c'est le point d'entrée. Et à partir de ce moment-là, le choix de la non-violence amène forcément à la désobéissance civile, parce que c'est les mouvements de Gandhi, c'est Luther King, bon, c'est tous les mouvements qu'on connaît, qui ont été des mouvements d'émancipation, avec une vraie stratégie de combat de désobéissance ou de non-participation. Comme la grève est une non-participation économique pour les ouvriers. Alors, c'est vrai qu'après, dire aux paysans, aux paysannes, si les hommes partent à la guerre, les remplacez pas, et refuser d'être derrière la charrue et faites juste ce qu'il y a besoin pour la famille, c'est quelque chose qui parle, évidemment. Et surtout que chez nous, on a des anciens qui ont participé à la lutte, malheureusement ils sont décédés, qui avaient vécu la guerre de 14 avec les pères qui étaient partis, et qui ont vécu la guerre de 40 avec les frères qui sont partis. Mais prisonniers en Allemagne, donc pendant 5 ans, c'est les femmes, les chevaux avaient été pris, donc il y avait une femme devant ou deux pour tirer la charrue et une derrière pour la guider. Et donc ça, elles l'ont vécu, quoi. Et ça, ils nous l'ont raconté. Donc ils ont dit, on nous a bouffé notre vie, on nous a tué des hommes, et maintenant on nous demande de céder en plus nos terres. Ça, jamais. Parce que et donc ça, elle parlait de ça, de ce remplacement des hommes et d'être obligé de remplacer les animaux puisqu'ils avaient été réquisitionnés, quoi. Donc ça, c'est des choses qui ont marqué beaucoup les esprits chez nous, quoi. Hein, les monuments aux morts et les prisonniers de guerre. Ça, c'est quelque chose qui a été incroyable. Et donc voilà. Et plus cette jeune génération de paysans, ceux qui avaient 2-3 ans de plus que les autres au moment, qui sont partis en Algérie, ça a été quelque chose d'assez incroyable aussi, quoi. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie, bon, on le sait, hein, mais comme toute guerre, les gens sont rentrés complètement traumatisés, surtout les paysans. Parce que, en fait, ils se retrouvaient à se battre contre d'autres paysans, ou à détruire des villages, ou des cultures. Il dit, mais si on était chez nous et qu'on nous faisait ça, ça serait pas possible. Mais quand ils sont rentrés, ils se sont tus. Ils n'ont rien dit. Il y a toute cette génération qui a participé à la lutte aussi contre l'extension. Et d'ailleurs, c'est vraiment, ça a été quelque chose de magnifique. De l'Aveyron et du Tarn, il y a un petit groupe de paysans qui avaient fait leur service en Algérie, et qui, il y a 15 ans, maintenant à peu près, 15-20 ans, crée une association des anciens d'Algérie, pas d'anciens combattants, mais quand même, puisqu'ils touchaient leur pension pour avoir été à la guerre, donc ils avaient une petite pension qui est en fonction du nombre d'années qu'ils y avaient passé, et ils ont décidé que cet argent, ils ne le toucheraient pas, et ils l'ont renvoyé, ils ont créé des liens avec des structures de la société civile en monde rural en Algérie. Et donc ce réseau de paysans de base a décidé d'enclencher ce mouvement avec des associations civiles d'éducation populaire dans les campagnes en Algérie. Et ça, c'est quand même magnifique, quoi. Hein. Alors moi, quand je l'ai relu, ce qui m'a frappé dans son message, donc dans son message de désobéissance, de grève de la production, et je me suis dit, mais c'est exactement ce que tous les jeunes sont en train de dire autour des mobilisations contre le climat. Sauf qu'au lieu de le dire par rapport à un moment particulier de guerre, comme c'était en 1938, là c'est une guerre mondiale contre le dérèglement d'un système industriel, capitalistique, technicien, dirait Jacques Ellul. Et donc on est dans une situation un peu identique, où on est vraiment le pot de terre contre le pot de fer, et que le monde tel qu'il est, aujourd'hui, on se demande par quel bout on va pouvoir faire pression suffisamment pour empêcher ce dérèglement climatique de s'emballer dans les années qui viennent et dans les années actuelles, puisqu'on est rentré dans un tel processus d'accélération qu'on ne sait pas bien où ça va s'arrêter. On le voit en Europe, on le voit en Amérique, en Asie, partout, quoi. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, cette lettre, c'est un peu comme, malheureusement, certains textes qui sont absolument puissants, qui sortent
pour dire il faut lutter contre le réchauffement, il faut faire ça, on va s'y mettre. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'on est démunis. Parce que le système est devenu tellement complexe, est devenu tellement spécialisé, que tu essayes d'attaquer par un bout, mais tu n'y arrives pas, tu essayes par un autre, et tu essayes de trouver des solutions simples, mais qui est en fait dans un monde complexe. L'action simple est très difficile à mettre en œuvre, parce que est-ce qu'il y a un point seul sur lequel il faut attaquer, ou est-ce que c'est multiple? Donc on est dans une situation, je dirais, désespérante, au sens de comment agir, un peu comme Giono, Louis Lecoing et quelques autres, qui se disent qu'est-ce qu'on peut faire contre les guerres? Pas pour soutenir Hitler, évidemment, parce que l'antifascisme, etc., est très viscéralement dénoncé, et puis il parle plusieurs fois des différents dictateurs, donc tout ça est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté sur le message. Mais comment est-ce qu'on peut agir? Comment on peut agir? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un monde de désespérance? Et donc, je dirais que c'est un cri qui est aujourd'hui un cri mondial, mais avec des formes d'action, des formes d'intervention. Mais si tu agis là, en fait, ça brûle là, parce que ça ne suffit pas. Donc, est-ce qu'on a des moyens aujourd'hui de mobilisation contre tous les États et contre ce gigantesque développement industriel et technologique et autres pour bloquer le système? Et est-ce qu'on n'est pas simplement en train de mettre des rustines sur des jambes de bois? Voilà, tout ça est compliqué. Et en même temps, il faut le faire. Donc on n'a pas le droit de ne pas le faire. Donc je dirais qu'aujourd'hui, un texte, une incantation à dire il faut changer radicalement et il faut agir en désobéissant et n'étant pas complice du système, oui, il faut le faire. Mais est-ce que ça va suffire à titre individuel? Non. Et comment on fait pour construire ça de manière plus globale? Je dirais que c'est le débat qu'on a à travers l'ensemble de la planète. Tous les mouvements sont dans cette situation-là. Parce que chaque geste individuel est important, mais chaque geste individuel ne suffira pas. Puisque même si tous ceux ici dans la salle, on est convaincus de cette nécessité, qu'est-ce qu'on fait ensuite collectivement? Alors, on va commencer chacun par trier, puis ensuite faire du vélo plutôt que la voiture, puis prendre le train plutôt que l'avion, etc. Tout ça est formidable, on a besoin de le faire, il faut le faire. Mais on sait très bien que ça ne suffira pas. Et que s'il n'y a pas un changement radical des modes de production et d'une sortie de ce système, eh bien on est foutu. Et que voilà, donc ça c'est... Et donc voilà, on va tous passer à la voiture électrique, donc on construira des nouvelles centrales nucléaires. Et donc voilà, et donc c'est ça. Et après, ce qui explique que certains disent, bah ouais, mais si c'est ça la sortie, alors, avec les voitures électriques, bah, il ne faut pas non plus faire d'alternatives énergétiques si on ne sort pas d'abord du modèle. Ouais, mais si on veut sortir du modèle, il faut aussi avoir des éoliennes, des toitures photovoltaïques, etc. Trouver des sortes de... Mais tout ça reste parfois, après on nous dit, ouais, mais ça sert à rien, puisque de toute façon on va encore refaire des centrales. Ouais, mais les centrales, on ne pourra plus les refroidir, parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans les rivières. Ce qui est le cas, hein, la moitié des centrales en France, elles ferment l'été, parce que l'eau est trop chaude. Donc ce modèle est quand même cinglé. Hein. Et à côté de ça, il y en a d'autres qui veulent faire encore des réserves d'eau pour faire du maïs. Moi, je suis effaré de voir du maïs ici. Hein. Je ne vois même pas pourquoi on fait du maïs ici. Il est tout petit, hein, c'est bien fait. Mais c'est quand même idiot. C'est idiot de faire du maïs ici. Personne n'a jamais fait du maïs ici, quoi. Hein, ça se saurait. Mais voilà, donc, tout ça montre que, pour moi, et donc ce texte, c'est un espèce de cri, mais je suis sûr qu'au moment où Giono écrit le texte, il sait très bien que c'est un cri, mais peut-être qu'il va partir dans le vent. Il aura posé un acte, comme d'autres l'ont posé, en refusant de servir, en refusant ceci ou cela. Mais voilà, ça reste, c'est terrible, quoi. Et on est dans cette période-là, hein, où on a, alors, tout ça est décuplé avec les réseaux sociaux, dont on peut se poser aussi l'intérêt, hein, parce que là aussi, hein, abreuvé d'informations et de tout et de n'importe quoi, on devient cinglé aussi, quoi. Hein, donc on se demande à quoi ça sert vraiment, quoi. Hein. Donc, pour quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. Donc voilà, donc, moi je crois qu'on est dans ce moment-là. Dans un moment délicat. Ah non, c'est plus que délicat, c'est catastrophique. Catastrophique. Oui, oui, c'est un moment où on sait que c'est inéluctable,
et qu'en même temps, les puissants, quels qu'ils soient, en fait, ne veulent pas en sortir. Donc on est confronté à cette réalité, c'est qu'on a tous les éléments pour savoir qu'on va droit dans le mur, que ça va être pire que pire, et en même temps, eh ben, il y a une incapacité, et on vous explique en permanence, non, non, mais vous ne connaissez pas tout, on va vous expliquer, on peut faire mieux, vous n'en faites pas, on va faire des plans quinquennaux pour décroître, enfin pour sortir du carbone. La réalité, quand même, le Groenland actuellement devient un truc complètement jobard, plus les incendies. Donc, on est quand même dans une situation de conflit qui va coûter des milliers de milliards à l'humanité, et en même temps, on n'aura pas véritablement d'alternative, parce qu'on est dans un monde de plus en plus urbain, ce qui n'est pas la situation au moment où je nous parle, ce que je vous disais tout à l'heure. On a des mégapoles de 25 millions d'habitants. Comment est-ce que dans une mégapole de 25 millions d'habitants on fait? Comment on fait pour manger? Comment on fait pour les réseaux de communication? Comment on fait vivre la démocratie dans une ville de 25 millions d'habitants? Ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc on est confronté à une déliquescence, une destruction de tout ce qui peut faire société et tout ce qui peut construire en fait des alternatives. Et on ne va pas faire comme Pol Pot. On ne va pas renvoyer les gens à la campagne de force en les massacrant s'ils ne travaillent pas assez. Hein, qui est la folie la pire qui soit, qui est poussée à l'extrême une idée de retour à la terre. Hein, Pol Pot, c'est quand même un exemple extraordinaire pour ça. Donc, voilà, et donc on est dans cette situation. Et donc voilà, donc il faut crier, mais en même temps savoir qu'on doit rester modeste parce qu'on n'a pas toutes les solutions. Mais que si on ne le fait pas collectivement, et si au lieu de s'engueuler sur les détails entre les gens qui contestent, on essayait de faire ça un peu plus positivement, peut-être qu'on marcherait mieux, quoi. Mais comme chacun veut avoir raison tout seul, c'est compliqué, quoi. Et ça, c'est nos sociétés aussi, quoi. James Scott, dans son dernier livre traduit en français, raconte la création de l'État et de la ville par l'agriculture. Et donc c'est intéressant, donc ça parle de ça. Et il explique quelque chose, parce que dans plusieurs autres ouvrages, il en a parlé aussi, il explique comment la ville peut se créer grâce à l'agriculture, mais à l'agriculture qui pousse au-dessus du sol. C'est-à-dire comment, en faisant des céréales, les céréales ça se voit, donc à partir du moment où ça voit, et quand on les récolte, ça se mesure, et donc on est en capacité de faire des prélèvements, de comptabiliser, de faire payer des impôts, et donc à partir de là, se crée toute une infrastructure, et donc le paysan participe involontairement à la création de l'État. Mais il dit dans l'histoire du monde, il y a des zones, et donc il y a un autre livre qu'il a écrit qui est absolument passionnant, qui s'appelle Zonia. Et il parle notamment de toute une zone en Asie, au nord du Vietnam, et dans toute cette zone qui va du Laos, comme ça, où on a des peuples, et on pourrait dire la même chose en Amérique du Sud, dans certaines zones de montagne, où en fait la production agricole ne se voit pas, parce que ce sont des racines, ce sont des ignames, ce sont des tarots, ce sont etc., etc. Et quand on a des productions qui sont dans le sol, et qu'on prend quand on en a besoin, on ne peut pas les comptabiliser. Et toutes ces zones agricoles se sont développées pendant des centaines et des milliers d'années, de manière complètement autonome des États qui se créaient dans les plaines, où on pouvait faire du riz et des choses comme ça. Et donc, ces zones sont restées hors État. Et les populations, les ethnies, etc., ont construit des rapports entre eux, mais sur des milliers de kilomètres, complètement de manière parallèle à la création des États. Et c'est très étonnant. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un choix délibéré, c'est une réalité physique, un mode de production qui fait que les cultures sont cachées. Et donc, on ne s'enlève pas. On fait comme ça. Et donc, on est coincé. Et ça me faisait penser, parce qu'on a la même réalité dans une de nos colonies françaises, une de nos dernières, qui s'appelle la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, où en fait, les tribus font des ignames, font des tarots. Il n'y a jamais eu d'État en Kanaki. Jamais. Dans le système des clans et des tribus, ça a toujours été sur des espaces limités et des rencontres. Je crois que je ne sais plus combien il y a d'aires, mais on est à 10, 15 aires
coutumières différentes qui font tout le territoire, qui ne sont que des relations entre les airs. Il n'y a jamais eu de roi, il n'y a jamais eu de chef, il n'y a jamais eu d'État. Et je me dis, c'est intéressant de voir aussi ce rapport, comment certaines formes d'agriculture ont entraîné dans un certain modèle, et d'autres, en fait, ont été des résistances, mais qui sont liées au physique, quoi, au sol et à la façon de vivre. Et je me dis, ça c'est passionnant aussi, quoi, parce que c'est quelque chose qu'on n'intègre pas. Nous, si on ne veut pas produire, la seule façon, c'est ce que dit Jean Genot, ben, il faut arrêter de cultiver, quoi. Et là, évidemment, on ne peut plus comptabiliser. Hein. Mais je dirais que ça a été aussi ce drame. Et alors est-ce que là aussi Jean Genot a parce que c'était un peu plus tard, mais ça avait commencé avant, quand Staline organise la grande famine en Ukraine, on est en 34-35, et là, ils volent les céréales aux paysans. Et là, les paysans sont contraints de cacher pour faire vivre leur famille, et ils vont jusqu'à... Et c'est des millions de morts. Hein, et ils affament les paysans qui refusent en fait de cultiver pour l'État, puisqu'on leur vole tout, quoi. Même, ils ont même plus, on leur laisse même pas les semences pour ressemer l'année d'après. Et donc ça, c'est là. Je dirais qu'on peut mettre ça en parallèle aussi avec le livre de Jean Genot dont on parle. Donner à manger aux brebis, porter des sacs de scie, porter là, porter des cailloux. Et le corps, il est façonné par la difficulté. Et donc, c'est pas marrant, tous les jours. Et le seul moment agréable, c'est quand tu gardes les brebis. Parce que là, tu suis leur rythme, et puis, voilà, tu es au pâturage, elles vont d'un endroit à un autre, tu envoies le chien, il les ramène, tout ça, ça c'est magnifique. Même quand il pleut, si tu as un bon plastique, tu peux mettre le livre dessous, et tourner les pages, ça c'est du vécu, et parfois les journées sont longues, donc tu as intérêt d'avoir un bon livre. Hein. Mais pour dire que le rapport au corps est un rapport qui est difficile, parce qu'il faut toujours que le corps soit disponible pour répondre. Et si tu as un pépin dans le dos, un bras, une jambe, etc., ben, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Puis il y a des choses physiques, quoi. Un agnelage, parfois quand ça se passe pas bien, il faut aller chercher l'agneau, c'est dur, c'est rude. Je dirais que Genot le montre très bien. Il montre ça. Et quel est le pendant de cette difficulté? C'est la fête. C'est-à-dire que la fête, les repas en commun, ou des moments de rencontre qui font qu'on ritualise. On ne le voit plus, parce qu'aujourd'hui les moissons se font chacun avec les moissonneuses, c'est quelqu'un qui passe, il n'y a plus de fête de moisson, moi je ne les ai pas connues non plus. Nous on les avait remplacés par les manifs. Et c'est vrai que alors, les manifs sur le terrain. Et même dans une confrontation avec la gendarmerie, puisque c'était les gendarmes en monde rural, ou les gardes mobiles, on a toujours pris le principe de s'arrêter à midi pour manger. Et c'est vrai que ça a toujours été assez étonnant, même dans des manifs un peu durs, stop, maintenant on mange. Et là chacun sort son pique-nique. Le canon, c'est le canon. Et là c'est le moment, c'est obligé, il n'y a pas de choix, quoi. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est une forme de réinvention en fait de moments. Tu fais un chantier collectif, on a fait des routes, on a fait des adductions d'eau sauvage et des choses comme ça, qu'on n'aurait pas, qui étaient complètement illégales. Mais même si c'était rude, hop, tu t'arrêtes et tu sors le casse-route et chacun. Et là, c'est on va dire, la rivalité de ceux qui savent le mieux cuisiner. C'est telle tarte, c'est telle chose, c'est tel gâteau, parce qu'il y en a qui arrivaient avec des gâteaux aussi, ou les vins, les bouteilles de vin différentes. Et là, ce dont j'ai le plus beau souvenir, c'était les gens de la communauté de l'Arche, parce qu'il y avait une petite communauté qui avait squatté aussi une ferme, donc ils étaient quelques-uns, et puis comme la communauté principale n'était pas loin, ils venaient. Mais ils étaient végétariens. Et donc, et alors les pauvres, ils arrivaient avec leurs carottes. Mais c'est vrai, hein, c'est un souvenir. Et au fur et à mesure, le saucisson. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à foutre. Donc à partir de là, moi j'ai inventé une expression, parce qu'on me demande souvent après, parce que maintenant c'est très tendance. Est-ce que vous êtes végétarien? Bon, vegan, non, on ne me le demande pas, mais végétarien. Et je dis oui, je suis végétarien non pratiquant. C'est assez pratique pour se sortir d'un mauvais pas. Et donc voilà, l'effort d'un côté, le réconfort par la fête, et la manif est un lieu de fête.
Et c'est très important, c'est-à-dire que la lutte doit être joyeuse. Hein? Même si elle est désespérée, même si tu ne sais pas quand elle va aboutir, effectivement ça a duré pas mal d'années ton affaire je me souviens bien, et la chose c'est que quand tu commences un combat, mais c'est pareil, hein, contre la guerre, tu ne sais pas combien de temps ça va te prendre. Est-ce que tu vas gagner ou pas? Non, l'important c'est que tu commences, puis parfois ça peut prendre quelques années, parfois ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, on a des combats qui ont duré des années. Mais si au départ on te dit tu en prends pour 10 ans, tu vas hésiter quoi. Donc tu le prends au jour le jour. Et donc là il faut compenser. Et il faut compenser, il faut faire des fêtes. Et ça c'est très important. Donc les luttes tristes sont faites par des gens tristes. Il faut s'en méfier. J'entends par famille de paysans, on avait toujours été paysans. Du côté du père et du côté de la mère. À bâbord et à tribord. Jamais jusqu'à la génération de ma sœur, née en 60, et de mon frère, né en 63, et de moi, jamais personne, en ligne directe, n'avait cessé d'être paysan. Voilà. Alors, je donne cette précision parce qu'elle fonde, à mon avis, une particularité dans mon rapport à ce matériau. J'entends par matériau, même si le terme peut vous sembler un peu distancié, tout ce qui depuis l'enfance m'a traversé de manière d'être, de faire, de travailler, de parler, de se taire, de gagner l'argent, de ne pas le dépenser, d'avoir des emprunts au crédit agricole, de fabriquer du fromage, d'acheter des voitures Citroën, de voter Chirac et Giscard. Enfin, voilà, je brosse en quelques traits un peu caricaturaux et rapides le terreau dans lequel j'ai grandi. Donc, je n'ai pas un rapport de second degré, je n'ai pas de génération intermédiaire, je n'ai pas passé d'aimables vacances dans le vert royaume des grands-parents. C'est pas ça du tout. J'étais née là, j'avais une sœur aînée et un frère plus jeune de 11 mois. Mes parents étaient paysans. Mon père a toujours dit qu'il avait la vache dans le sang. Donc, qu'il n'aurait rien fait d'autre que paysan, même s'il savait, dès les années 70, alors, vous avez dit ce matin, exploitation familiale, José Bové. Oui, exploitation familiale. Exploitation familiale. J'ai beaucoup aimé comment vous avez glosé l'expression. Donc, exploitation familiale, en effet, chez mes parents. 33 hectares en propriété, et dès 1974, 18 hectares loués parce que mon père sentait déjà que c'était trop petit. Et surtout, il nous disait, vous irez chercher ailleurs ce que vous ne trouvez pas chez vous. Et il nous disait, on est périmés. On est les derniers Indiens, d'où le titre du livre de 2008 que je n'invente pas. D'ailleurs, je n'invente rien. J'empoigne le matériau et je tâche d'en faire du texte qui se tienne. Mais je n'invente rien. Et donc, je grandis là-dedans. Dans ce terreau et dans ce territoire, une petite précision sur le territoire, 33 hectares d'un seul tenant, la ferme. Pas de remembrement. Un seul morceau. Et la maison au milieu. Et on n'y va pas. Non, on n'y passe pas, on y va. Parce que la route s'arrête. Après, c'est le fond de la vallée et l'assentoir. Et c'est l'assentoir, la rivière, qui borne le pré. Et, justement, il était question ce matin de la propriété. Je bondissais intérieurement à tout moment, mais non pas pour protester, mais parce que je me sentais extrêmement empoignée par tout ce qui était dit. Moi, j'ai grandi dans un régime de propriété totalement archaïque. C'était à nous. Et de l'autre côté de la rivière, c'était plus à nous. Le monde vaste commençait. Et entre ce qui était à nous et ce qui n'était pas à nous, c'était immense. Alors, Giono, je le lis à cette époque-là. Je lis seulement ces textes-là. Je ne connais pas les autres. Je ne sais même pas qu'ils existent. Alors, il y a quelque chose qui me prend, qui est, je crois, très honnêtement, de l'ordre de la langue. Parce que ce pays, ce corps de pays, cette façon d'être paysan, cette façon de travailler, et surtout le paysage, les odeurs, étaient beaucoup trop loin de mon or cantal. Je n'avais pas la capacité de me transporter. C'était d'un exotisme pour moi total. Mais total, hein.
Simplement, j'entendais là une langue. Je crois que c'est ça d'abord. Hein. J'ai toujours cherché ça, la langue. Et c'est comme ça que j'ai lu Madame Bovary à 14 ans, sans rien y comprendre, mais j'ai entendu une langue. Et ensuite, j'ai fait une thèse sur Henri Pourrat. Donc voilà une drôle d'idée, hein, d'aller faire une thèse sur Henri Pourrat. Hein. Surtout quand on vous annonce dès le début hein, que c'est complètement suicidaire d'un point de vue universitaire. C'est évidemment, pour des raisons qu'on comprend bien. Hein. Bon, eh bien, ce que j'ai cherché chez Pourrat, c'est une langue aussi. Vous voyez? Donc, voilà. Giono, ça a d'abord été ça. Et ensuite, quand j'ai repris des années plus tard ces livres de Giono, que j'en ai lu d'autres, que j'ai lu en voix sans divertissement, etc., et encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, très honnêtement, quand j'ouvre les nouvelles de solitude de la pitié, la première surtout par exemple, ça c'est, je vais vous confier là un sentiment d'artisan. J'insiste sur ce mot, il en était question ce matin aussi. J'ai le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire quand on lit ça. Donc, dans la ferme, il y avait 2 ouvriers agricoles. Il y avait un vacher qui faisait le fromage, et puis il y en avait un autre qui n'avait pas la compétence de faire le fromage. Et il vivait avec nous. Et Joseph, c'est un personnage tissé. Des mots, des silences, des gestes, des façons d'être de tous les ouvriers agricoles avec lesquels j'ai grandi et travaillé dans la ferme de mes parents, entre donc 1968, 69 et 1980. Ensuite, il y a eu un seul ouvrier agricole et puis ensuite, il n'y en a plus eu. Mais la chambre dans laquelle dormaient les ouvriers agricoles, est restée vide depuis, et elle s'est toujours appelée, elle a toujours été appelée, cette chambre, la chambre des hommes. Les mains de Joseph sont posées à plat sur ses cuisses. Elles ont l'air d'avoir une vie propre et sont parcourues de menus tressaillements. Elles sont rondes et courtes, des mains jeunes, comme d'enfance, et cependant sans âge. Les ongles carrés sont coupés au ras de la chair. On voit leur épaisseur, on voit que c'est net. Joseph entretient ses mains. Elles lui servent pour son travail, il fait le nécessaire. Les poignets sont solides, larges. On devine leur envers très blanc, charnu, onctueux et légèrement bombé. La peau est lisse, sans poils, et les veines saillent sous elle. Joseph tourne le dos à la télévision. Ses pieds sont immobiles et parallèles dans les pantoufles à carreaux verts et bleu marine achetées au casino chez la Cécile. Ces pantoufles sont solides et ne s'usent presque pas. Leur place est sur l'étagère à droite de la porte du débarras. La patronne appelle comme ça la petite pièce voûtée qui sépare la laiterie de la cuisine. Elle préfère que les hommes passent par là au lieu d'entrer directement par la véranda. C'est commode, ça évite de trop salir, surtout s'il fait mauvais ou quand il remonte de l'étable avec les bottes. Cette patronne ne va pas à l'étable. Elle s'occupe du fromage, tient sa maison et dit que dans une ferme, il faut dresser les hommes pour qu'ils respectent le travail des femmes. Au moment des repas, les pantoufles de Joseph glissent sur le carrelage luisant et marron. Joseph ne laisse pas de traces et ne fait pas de bruit. Il s'applique aussi pour ne pas sentir. Il a appris en vieillissant. Dans sa jeunesse, on faisait moins attention à ces choses. Il ne se lave pas dans la salle de bain des patrons qui donne sur le couloir du bas. On n'en a pas parlé quand il est entré dans cette ferme, mais il a compris qu'il devrait utiliser le lavabo du débarras ou celui de l'étable, qu'il préfère, parce qu'il sait à quel moment il sera tranquille pour la grande toilette. Alors que dans le débarras, on dit aussi l'arrière-cave, il aurait toujours peur de se retrouver en slip, en chaussettes ou en maillot, ou même pire, devant le patron, la patronne ou le fils qui traverse et ne frappe pas avant d'entrer parce qu'ils sont chez eux. J'ai beaucoup aimé ta dernière description parce qu'on sent que tu as observé que tu n'as pas fait qu'aller à l'école et être une bonne élève. Hein? Au jour le jour, et les clous, effectivement, qui permettent de suspendre souvent les cordes
qui lit les bottes sont très importantes dans la grange ou la bergerie. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Il y a un auteur, on n'en a pas parlé, mais vous en avez certainement parlé à d'autres occasions, que j'aime beaucoup par rapport au métier comme ça. C'est Georges Navel, dans son livre Travaux. Alors je ne sais pas si... Il y a beaucoup de paysans, l'anecdote est connue, c'est Gaston Dominici découvrant les livres de Genot qu'on lui passe à lire dans sa prison. Père Dominici, il y a un type qui entre et qui aurait dit, mais ce type n'a rien compris aux paysans des Basses-Alpes, parce qu'il faisait beaucoup rire Genot, qui lui avait dit, vous voyez bien que mes paysans existent puisque Dominici existe. L'origine de Vox, qui était donc fils et petit-fils d'une grande lignée de pasteurs, et qui s'est trouvé dès 1914 en train de dessiner, de faire paraître des dessins dans des journaux comme l'Humanité ou d'autres, et qui s'est fait dire par ses parents qu'il ne fallait pas divulguer le nom de Monod comme ça, et donc il a pris un pseudonyme. Il en a essayé plusieurs et il s'est arrêté sur Maximilien Vox. Et c'est à partir de là que sa carrière de Vox a commencé. Donc, la rencontre avec Giono, moi je n'y étais pas, bien sûr. Je ne connais que ce qu'on m'a raconté. Mais c'est Giono qui lui a fait découvrir le village de Lurs. Et à partir de là, il a décidé qu'il ferait venir ses amis et qu'il ferait des rencontres. Et Giono lui a dit, vous allez réussir ce que nous n'avons pas forcément réussi au Contadour parce que vous allez parler métier. Et ça, c'est une phrase que j'ai souvent entendue et lue un peu partout. Et effectivement, il a fondé les rencontres de Lurs en 1952 et que ça a toujours lieu. Et les prochaines sont à la fin du mois. Et autour de ce livre en plus. Oui. Ce livre a été coordonné et pensé par une graphiste qui est une habituée et fidèle des rencontres de Lurs, qui s'appelle Marie-Astrid Bellimètre. Et pour les amateurs, c'est elle qui est la graphiste qui a conçu la dernière édition chez Belin du livre La cuisine de Giono. C'est une rencontre tout à fait de hasard. Vox entre dans la vie de Giono, et ça va devenir très important à partir de 1947. Il est le premier à rééditer Giono au moment où il est encore un peu blacklisté par le Centre national des écrivains. Et il va surtout permettre à Giono de publier les 4 premiers chapitres du Hussard sur le toit 4 ans avant l'édition Gallimard. Et c'est même Gallimard découvre dans cette édition le futur Hussard sur le toit pour lequel il a déjà signé un contrat à Giono, mais dont il n'a pas lu une ligne. Et même Gide, qui va mourir pas longtemps après, découvre le Hussard sur le toit. Parce que mon père était aussi... Il aimait l'écriture. Il voulait d'ailleurs, dans ses manuscrits, il disait « je ne voulais pas écrire bien, je voulais écrire beau ». Son écriture comptait autant l'écriture elle-même que la pensée qu'il traduisait. Mais ce que j'aimais beaucoup chez Vox, justement, quand il n'était pas là, il avait une grande correspondance avec mon père. Et moi, j'attendais toujours la correspondance de Vox, non pas pour le texte, non pas pour la lettre, pas pour l'écriture non plus, pour l'enveloppe. Je vais vous dire pourquoi. Parce que 2 fois, mon père me les a données, d'ailleurs, je cherche ces enveloppes extraordinaires. C'était de très grandes enveloppes rectangulaires et enveloppes comme ça de cette dimension. Et la première, il y avait à monsieur, avec une très belle écriture, effectivement, à monsieur. Et là, la reproduction d'une photographie des Goncourt. Et il y avait à monsieur une flèche sur mon père. 04 Manosque. Le facteur, tout content, comme vous connaissez, c'était un vieux facteur, était absolument ravi d'apporter cette lettre un peu originale. Et peut-être 15 jours, 3 semaines après, une deuxième lettre arrive, le même format d'enveloppe, à monsieur. Cette fois-ci, la photographie de la reproduction du tableau de Bernard Buffet des Goncourt.